Salam alaikum, Azul, bonsoir. La 20e tripartite a donc eu lieu à Annaba hier, 6 mars. La 20e. À grands frais dans une débauche de luxe. Et bien sûr, personne ne vous dira combien elle a coûté en ces temps de crise. La tripartite est censée être une rencontre de consultation et de proposition entre le gouvernement, le patronat et l'UGTA. Ces derniers temps, devant le constat irréfragable que l'UGTA n'est plus du tout un quelconque représentant des travailleurs, le gouvernement avait laissé espérer que les syndicats autonomes pourraient y participer au moins en qualité d'observateur, dans un premier temps. Mais l'UGTA, qui sait que son temps est compté, a refusé catégoriquement de laisser de vrais représentants des travailleurs entrer dans son précaré, dans sa chasse gardée. C'est donc, en fin de compte, une réunion entre trois entités illégitimes et qui ne représentent que leur propre clientèle ou leur propre patron. Un régime en fin de ressources qui se noie dans une crise multidimensionnelle, un patronat d'oligarques nés dans les plis du même régime et un syndicat qui ne représente que les intérêts faramineux de ses propres baronnets. Et donc, tout ce beau monde s'est retrouvé sous les feux de la rampe, à festoyer, à palabrer et à éluder les vraies questions. Et même à dire n'importe quoi. Écoutez le Premier ministre, une toute petite partie de ce qu'il a débité, selon le style que les Algériens lui connaissent. فبالنسبة لسنة 2016 قلصناه أو خفضناه إلى 35 مليار دينار جزائري تقريبا النص وبالنسبة لسنة 2017 سنقلص أو سنتراجع حتى 30 مليار دينار جزائري بالنسبة للاستيراد وهذا نعاود نأكد بقوة في سياسة تاع ترشيد ما نمنع حتى استيراد ولكن نقص ونخفض بالأخص في بعض المواد اللي اليوم الحمد لله بدينا نتحكم في إنتاجها. En fait, il s'est doublement trompé. Et pas qu'une fois. Et quelles erreurs, quelles grosses erreurs. Il a répété de grossières erreurs plusieurs fois. Et c'est le Premier ministre qui parle. D'abord, il nous apprend qu'en 2016, le gouvernement a réussi à réduire les importations de presque la moitié. Il nous dit qu'il a réussi à les réduire de 66 milliards de dinars à 35 milliards de dinars. En fait, d'abord, ce n'est pas en dinars, mais en dollars que les importations se font. Et un Premier ministre est censé le savoir, n'est-ce pas? Ensuite, une autre grosse erreur ou gros mensonge peut-être, les importations n'ont pas été réduites à 35 milliards de dinars, comme il dit, mais à 47,76 milliards de dollars. Pas 35 milliards de dinars, mais à 47, presque 48 milliards de dollars. La marge est grande, vous l'avouerez. Mais bon, quand ça vient de M. Sellel, ça ne choque presque personne, tout le monde s'est habitué. Sinon, tous ces messieurs ont fait assaut d'amabilité et de bousboussade, puis se sont tenus mutuellement le crachoir pour débiter des choses et d'autres, des chiffres et d'autres, et des propositions et d'autres. Le patron de l'UGTA a parlé au nom de presque 3 millions de salariés, nous a-t-il dit. Et c'est lui qui a fortement insisté pour dire qu'il fallait réduire les importations, comme si le pouvoir avait un autre choix. Voilà ce qu'a déclaré ce monsieur, je le cite. « Le moment est venu de mettre fin graduellement à l'importation. Nous le disons et le répétons.
Nous sommes avec vous, monsieur le Premier ministre. Nos adhérents, qui sont 2,6 millions de travailleurs sur 8, sont là, derrière vous et derrière le président de la République, pour limiter l'importation. Nous n'avons peur de personne, et ceux qui font des pressions sur Abdelmajid Tebboune, ministre du Commerce, n'ont qu'à aller vendre les navets. Yimchiou yibi'u lift. Fin de citation. Et ce monsieur qui se dit le représentant des travailleurs a tellement été enthousiasmé par les applaudissements de ses copains, les patrons, qui étaient sur les lieux, qu'il s'est même allé à défendre les investisseurs. Voilà ce qu'il a dit à l'occasion. Je le cite, « On ne doit pas mettre des dodanes sur la route de celui qui veut investir. Si nous voulons asseoir l'économie et la souveraineté nationale, nous devons nous atteler à libérer l'investisseur. » Fin de citation. Fichtre. La tripartite a aussi été l'occasion pour certaines personnalités de se réconcilier, puisqu'on a vu le Premier ministre et le patron des patrons, M. Haddad, se faire des bousboussades. Un petit bémol néanmoins, Sellal n'a presque rien dit, ou si peu, sur un commando d'experts hors gouvernement qui ont été sollicités pour faire des propositions et un programme pour changer de modèle de gouvernance économique. Eux préfèrent dire « nouveau modèle de croissance », comme si l'ancien était dans une quelconque perspective de croissance. En tous les cas, le Premier ministre n'a pipé mot des recommandations de cet aréopage d'experts qui ont dû très certainement préconiser de couper dans le vif et de mettre fin à tout le système de distribution de la rente et de l'anesthésie des masses, comme ils disent, en aparté. Aujourd'hui. All Huffington Post, tripartite. Sellal a masqué le scénario chiffré du changement de modèle par Ihsan Al-Kadi. Chouf Chouf, commerce extérieur. Sellal s'en mêle les pinceaux dans les chiffres par Kamel Redouane. TSA, Abdelmajid Sidi Saïd. Le moment est venu de mettre fin graduellement à l'importation par Faisal Metawi. Une tripartite entre patrons. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir donc de recevoir ici avec moi sur le plateau Brahim Younsi, président de l'UDM. Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis plus le président de l'UDM. J'ai cru avoir lu justement sur Facebook que c'est fini la politique. Oui. Et pourquoi? Oui. Pour moi, oui. Parce que la conjoncture ne s'y prête pas, tout simplement. D'accord. Mais ce n'est pas une démission? Non, parce que je continue à venir déjà chez vous. Oui. Et à dire les choses. En tant que citoyen, désormais. En tant que citoyen, effectivement. D'accord. Donc voilà. On ne vous présentera plus comme président de l'UDM. Voilà. Brahim Younsi, citoyen. Et citoyen. Merci. Touma Kvegolo, Sabiqoun, Ana Lahiqoun. Au point où ça va, je crois que tout le monde va démissionner. D'une certaine action politique, oui. Mais je crois qu'on garde le lien. On fait du politique, on mange du politique. Oui, oui. Donc on fait... La vie est politique. Les faits sont politiques. Oui. Donc on reste dans le monde du politique et continue à défendre en tout cas l'idée qui est la mienne, qui est la nôtre, celle de l'instauration de la démocratie dans notre pays, dans le respect des valeurs de ce peuple. Voilà très bien. Le gros chantier. Oui, gros chantier en effet. Qadour Chouicha, donc, qui sera avec nous depuis Wahran, militant des droits de l'homme et coordinateur du syndicat des enseignants supérieurs solidaires depuis Oran. Et Faisal Metawi, qui est avec nous depuis Alger. On essaie de le joindre du moins. Nous avons 2 numéros de téléphone, on va les essayer tous les deux, comme ça. Alors, Brahim Younsi, cette tripartite, en fait, pourquoi l'appelle-t-on tripartite? Puisqu'en fait, moi, je ne vois pas 3 partis. C'est censé être donc représentant du gouvernement, hein, un gouvernement qui représente l'État, et les 2 parties principales, celle du patronat
et celle des travailleurs pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Mais en fait, le régime que je ne décrirai même pas, et qui est avec lui, des patrons oligarques qui sont nés dans ses propres plis, qui sont ses clients, qui sont ses complices, qui sont ses copains. Et de l'autre côté, qui est avec lui au nom des travailleurs, un syndicat qui ne représente plus les travailleurs depuis très longtemps, et qui flique les travailleurs, qui est un garde-chiourme. En fait, ils se rencontrent pourquoi, à votre avis? Je reviens juste sur le terme de citoyen. Oui. La citoyenneté a des droits. Or, la grande majorité de nos compatriotes ne sont pas des citoyens dans le sens plein du terme, hélas. Et c'est pour cela que nous luttons, nous avons lutté, nous continuons à lutter pour que les Algériens aient le droit à la citoyenneté de plein exercice. Pour venir à votre question, je ferai aussi une remarque que vous avez faite dans votre introduction. C'est Abdel Malik Sellal a parlé de démocratie, que la tripartite était un acquis de la démocratie algérienne. Et vous venez de dire que cette démocratie à l'algérienne se limite à un trépied, à trois composantes qui sont de la même essence. Une très belle formule. Un trépied qui soutient le même fondement, le même mouvement, la même entité, en fait. Absolument, absolument. Ils sont issus de la même essence. Le parti unique. Et une oligarchie qui vient de là. Parce qu'on distribue, on a distribué des prébendes pour faire naître une oligarchie des capitaines, entre guillemets, capitaines d'industrie. C'est comme ça qu'ils s'appellent les uns les autres. Cette démocratie à l'algérienne est une démocratie qui exclut, une démocratie exclusive, qui n'est pas inclusive parce que les syndicats autonomes ne sont pas là, et les syndicats autonomes sont encore plus représentatifs des travailleurs que le syndicat maison qui s'appelle le GTA. Oui. Voilà déjà une approche. C'est-à-dire que la tripartite, c'est juste une forme. Mais pourquoi faire? Pour faire du vent? Pour dire, tout simplement, oui, d'une certaine manière, ils font du vent. Pour dire tout simplement que la société, entre guillemets, civile, agit et participe à ce nouveau modèle dont vous avez parlé, ce nouveau modèle de croissance, qui est un peu curieux. On va y venir tout à l'heure, c'est un aspect très important de l'émission. Nous allons demander à Khadour Chouicha, qui est avec nous depuis Ouaharan. Khadour Chouicha, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Khadour Chouicha, donc tripartite entre le régime, son syndicat et ses patrons. Et une fois encore, les syndicats indépendants ou autonomes ou libres n'ont pas été admis à y participer, même en tant qu'observateurs, ce qu'on leur a laissé croire à un certain moment. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Ce que je peux en dire, je rappelle tout simplement que l'année passée, à la tripartite, le gouvernement avait décidé d'inviter le SNAPAP version syndicat jaune ou bien version syndicat cloné. Ça veut dire même quand ils invitent les syndicats autonomes, ils invitent leurs clones, ils invitent leurs jaunes, comme vous dites dans le milieu syndical. Syndicat jaune ou bien syndicat cloné. Oui, on a bien compris. Mais pourquoi? Pour tout simplement pouvoir dire au niveau du Bureau international du travail, regardez comme on applique scrupuleusement ce qui est dit et ce qui est demandé par le Bureau international du travail, c'est-à-dire qu'on a une instance tripartite dans laquelle il y a même des syndicats autonomes. Mais en réalité, la tripartite, pour moi, ce n'est que une simple petite réunion de copains et de coquins. Oui. Ça n'a aucune influence sur le cours des événements. Ça a été fait simplement pour dire au niveau international que, regardez, nous avons aussi un pays avec des instances comme les vôtres, mais qui sont vides de sens.
Voilà ce qu'il faut comprendre de ce que c'est que la tripartite Mais actuellement. Comme l'est le Parlement, comme l'est le Sénat, comme l'est beaucoup d'instances en toutes les Algérie, autres façades, sont des institutions qui sont vides de sens. Mais Et pourquoi je suis cette de ceux fois-ci... qui disent que même... Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Pourquoi cette fois-ci, même leurs jeunes et même leurs clones, ils ne les ont pas invités? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se sont rendus compte que même lorsqu'ils invitent, parce que ça a une signification, même inviter un syndicat jaune, ça veut dire que c'est s'ouvrir aux autres syndicats, même si celui-là est jaune. Mais même cela a fait peur à l'UGTA et à ses copains en disant ça va commencer comme ça, puis après, petit à petit, ils vont s'installer avec nous au sein de la tripartite. Mais en réalité, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, la tripartite. Et je rappelle tout simplement que c'est la Banque mondiale qui avait demandé que cette instance se réunisse, surtout quand il s'agissait de licencier les travailleurs. Je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, que pour licencier les travailleurs, il fallait que le syndicat soit partie prenante et qu'il signe le PV de licenciement. Et j'appelle ça donc, c'est une co-gestion de l'économie telle qu'elle est conçue par ce pouvoir. Et j'estime qu'un syndicat qui a un peu de raison, n'a pas à co-gérer les catastrophes de cette économie. C'est vrai que les syndicalistes, les syndicats demandent à y participer, mais je pense qu'ils se trompent, surtout actuellement, car participer à cette instance, c'est vouloir co-gérer avec le pouvoir. Et nous savons très bien que cette gestion-là n'a rien à voir avec une gestion dont l'effet est, disons, de répondre aux sollicitations des Algériens. Restez avec nous, Khadour Chouicha, je reviens à vous. Seule et unique raison de pouvoir continuer sur la distribution de la rente qui a diminué, mais chercher tout de même à distribuer la rente aux copains et aux coquins. Restez avec nous, Khadour Chouicha, je reviens à vous dans un moment. Nous n'arrivons toujours pas à joindre Faisal Mattaoui, ça arrive souvent avec lui. Dès qu'on apprend à Alger qu'il va participer avec nous, on n'arrive plus à le joindre. Je vous laisse deviner pourquoi. Je tiens à profiter de cette émission, parce que nous sommes le 6 mars, pour rendre un hommage aux 103 passagers d'Air Algérie morts dans un crash d'avion à Tamanrasset le 6 mars 2003. Rabbi yarhamhum. Brahim Younsi, ce que nous avions écouté tout à l'heure ensemble de M. Sellal, c'est incroyable. C'est quand même le Premier ministre de ce pays. Il ne peut pas faire des erreurs aussi monumentales. Parler de 66 millions d'importations en milliards de dinars, alors qu'on importe en dollars. D'abord, absolument. D'abord, ce n'est pas effectivement, vous l'avez dit, 66 milliards de dollars. Oui. C'est 46 milliards. Un peu plus. 47 et quelques, presque 48. 46 et quelque chose comme ça, pour 47. Et aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 35 milliards, avec les restrictions aux importations qu'ils ont décidées. C'est-à-dire qu'il y a 10 milliards, simplement. 10 milliards. On a réduit les importations d'environ 10 milliards. Et on veut. Mais lui, il a dit qu'on a réduit de pratiquement la moitié. Oui. Or, d'abord, il se trompe plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il aurait commis une seule fois le mot dinar, dollar, on aurait compris. Mais durant toute son intervention, il a confondu le dinar avec le dollar. Et ensuite, il a retranché 13 milliards de dollars. Oui, il a dit nous avons réduit à 35 milliards de dollars. C'est faux, c'est à 48 milliards de dollars. Oui. Donc, à ce point-là, un tel laxisme... Non, je crois qu'il accuse les autres de mentir, alors que dans son discours, il n'y avait que des mensonges. Il vendait de l'imaginaire à la place de la réalité que vivent les Algériens. Moi, quand j'ai lu le discours du Premier ministre, d'Abdelmalek Sellal, j'ai cru qu'il l'avait sorti des archives des années 70. C'est incroyable.
je croyais lire un discours datant des années 70, avec toute la rhétorique qui était celle des dirigeants des années 70, avec l'industrialisation, le développement industriel. La même emphase, les acquis, les constantes, le président, le patati. Absolument. Y compris j'allais dire, dans la matrice même de l'industrie algérienne. On parle encore aujourd'hui des effets d'entraînement de la sidérurgie. On revient à la sidérurgie. Parce que la sidérurgie était la base du projet d'industrialisation. Bien sûr, le pétrole fournit... Industrialisant. Absolument. Le pétrole, les hydrocarbures rapportaient les ressources nécessaires et, bien entendu, la sidérurgie devait permettre à l'ensemble du tissu industriel, notamment les industries mécaniques, etc., de se développer, de construire des machines, des voitures, etc. Des lignes de production, comme il disait à l'époque. Et il revient, absolument. Il revient à ces effets d'entraînement. Les hydrocarbures... qui, soit dit en passant, ArcelorMittal les a grugés récemment d'une façon complètement magistrale. Absolument. Une arnaque du siècle. Absolument. Et bien sûr, les Algériens, les finances publiques ont été obligées de boucher le trou. Et quel trou? Il est plus grand encore que celui dont on parlait, celui des Halles, immense, pour maintenir notamment l'emploi, parce que c'est plus de la moitié des travailleurs d'Al-Hadjar qui devaient être licenciés. Voilà le produit auquel nous sommes... Faisal Mattawi, que nous avons réussi à joindre enfin. Marhaba bik, Faisal, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, marhaba. Merci. Alors Faisal, donc tripartite. Brahim Younsi vient de les qualifier d'une drôle de façon. Il dit c'est un trépied pour un régime. En fait, ce sont les mêmes, c'est des copains. D'un côté, des copains patrons qui sont sortis des plis du régime. De l'autre côté, un syndicat qui est à la manœuvre, c'est un garde-chiourme pour surveiller, fliquer les travailleurs, le peu de travailleurs qui restent encore chez lui. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, Faisal? Mais ce n'est pas la première fois, en fait, la tripartite. Cela fait bien longtemps que cette tripartite, qui est quand même à sa 20e édition, la 19e a eu lieu en juin 2016 à Alger, et c'était le même problème. On a toujours évoqué, on a même critiqué, la presse a évoqué notamment la question de l'absence des syndicats autonomes. Parce que ceux qui font la contestation aujourd'hui, ceux qui portent la contestation des salariés et des travailleurs en Algérie, ce sont les syndicats autonomes. Le GTA, qui ressemble curieusement au syndicat vietnamien, qui est un syndicat de pouvoir, a pactisé, il a signé ce qu'il appelle le pacte social et économique. Il fait plus de grève. Mais le pouvoir, l'explication qui est donnée pour justifier l'absence de syndicats autonomes, et qui sous-entend une non-reconnaissance de la pluralité syndicale, malgré qu'elle est reconnue par la Constitution, l'explication donnée est que ces syndicats autonomes ne sont pas présents dans le secteur économique. On évoque surtout les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'administration, etc. Mais ce n'est pas une raison pour les éloigner. Et les GTA, représentés par monsieur Sidi Saïd, je te rappelle, par Sidi Saïd, a parlé plus comme un patron. Vous avez vu, on a écouté son discours, il a bien défendu les investisseurs, quelque part il a raison parce qu'il faut enlever aussi des blocages contre l'investissement, mais également il n'a pas suffisamment... Ce n'est pas à lui de le faire, ce n'est pas à lui. C'est pas à lui de le faire, absolument. Lui, c'est un syndicat, il est là pour défendre les travailleurs. Lui, il revendique 2 millions d'adhérents, 2,6 sur les 8 ou 10 millions de salariés en Algérie. Il reste à voir, bien sûr, il faut bien qu'on vérifie ces chiffres, mais il ne représente pas l'ensemble des travailleurs. Les autorités parlent avec le GTA comme s'il était le seul syndicat, c'est-à-dire comme s'il était une organisation de masse du FLN. Cela pose problème. Le paradoxe est que le gouvernement reconnaît la pluralité patronale, puisque plusieurs organisations patronales assistent à la tripartite dans le FCE, le CAP, les CGOA, etc. Il y a plein d'organisations patronales, tant mieux, c'est une pluralité. Mais pourquoi on ne reconnaît pas les pluralités syndicales? Et donc cette tripartite qui était à un moment donné dans le passé, c'était une tripartite où on prenait des décisions. Parce que vous savez que le système de tripartite est un système qui a été instauré par l'Organisation internationale du travail pour justement favoriser ce qui est appelé le dialogue social, l'échange, etc. Mais est-ce qu'il y a un dialogue social lors de la rencontre de Annaba? On a vu le Premier ministre parler du secteur économique, les ministres de l'Industrie
de l'agriculture. Les patrons qui ont bien défendu leur secteur ont se plaignant de la même chose, parce que ça fait 10 ans qu'ils parlent de la même chose. Le système bancaire dépassé, les contraintes bureaucratiques, les contraintes plutôt devant l'investissement. Oui, c'est des problèmes qui sont récurrents et qui n'ont jamais été réglés. Alors, des patrons qui parlent de réduction fiscale dans un pays où les patrons ne payent quasiment pas d'impôts, et un secrétaire général du plus grand syndicat, soi-disant, du pays qui défend les investisseurs et qui dit « Nous devons réduire les importations ou ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent vendre des navets. » Oui, c'est un langage, j'allais dire de syndicalisme, mais c'est quand même un langage assez cocasse, parce que ce n'est pas de cette manière qu'on évoque cette question, la question de l'importation. Même pour l'importation, il faut qu'on en débatte, parce qu'il ne s'agit pas aussi pourquoi on a ouvert le marché algérien à tout. On achète des aliments, on achète des dentifrices, on achète des bonbons, on achète tout en extérieur, depuis des années également, là aussi. C'est depuis des années, et comme ça, comme par magie, on découvre qu'il y a beaucoup d'importations et que les opérations d'importation sont finalement une exportation de la devise qui est déguisée. Le Premier ministre hier, j'ai entendu parler des fausses factures qui sont imputables aux importateurs. On parle même de des importateurs, Faisal Mattawi, des surfacturations qui sont imputées à des opérateurs qui étaient dans la tripartite. Et c'est des importateurs qui, eux, importaient. C'était eux qui profitaient de ces importations qu'on dénonce aujourd'hui, qu'on veut réduire. Oui, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a un gouvernement qui est un peu handicapé devant ces importateurs. Pourquoi on décide du système de quotas, au système de limitation d'importation, et l'opinion publique devient un arbitre, arbitre ces mesures. Ça veut dire que le gouvernement est dans l'incapacité de limiter ces importations. Qui sont ces importateurs? Quel est leur nombre? Et comment arrive-t-il à surfacturer alors que la douane a alerté sur cette question depuis des années également, et la justice n'a pas bougé, ou s'il y a des plaintes qui sont déposées, le Premier ministre a parlé de plaintes, il a parlé de plus de 2000 plaintes, mais où sont? Est-ce qu'il y a de véritables poursuites? Est-ce qu'on a retiré ces autorisations d'importation à ces personnes? Et comment on devient importateur en Algérie? Personne ne le sait. Personne ne le sait. On ne sait pas combien. Du jour au lendemain, on devient importateur de viande, on devient importateur de matériel informatique sans qu'on ait la qualification. Et comment on autorise ces importateurs à venir importer des produits? Sur quelle base? Est-ce qu'il y a une véritable décision, une véritable orientation économique? Parce que vous savez qu'en matière économique, lorsque le pays produit, il y a une industrie qui coûte beaucoup dans la fabrication locale, on recourt à l'importation. L'importation n'est pas mauvaise en tant que telle, mais elle doit être orientée vers une économie diversifiée, c'est-à-dire orientée vers les besoins réels du pays. On ne va pas importer. Des douaniers ont même dit ça à la presse. Ils ont trouvé dans des conteneurs des cailloux. Ça veut dire que les personnes n'ont pas importé des produits, ils ont tout simplement fait exporter la devise. Ils ont exporté de la devise et importé du gravier, entre autres, des tuiles, des briques, plein de choses dans les conteneurs, des conteneurs qui restent parfois 20 ans dans le port. Faisal Mattawi, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, tout à l'heure nous parlions donc de ce que M. Sellel a évité de traiter, de ce commando, de cette force, task force, comme a dit un confrère, Hssen Qadi, il a dit la task force d'experts, donc qui ont fait plein de propositions pour changer de modèle économique, de modèle de gouvernance économique, et dont on ne sait rien. Sauf que c'est des propositions très dures, semble-t-il, qui vont mettre fin à une certaine forme de rente, à une certaine forme d'anesthésie des foules. C'est terminé. Ils n'ont plus les moyens de le faire, et donc ils vont se réorienter vers une économie plus dure, plus réaliste. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Nous le vivons aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les restrictions qui sont faites, c'est les classes moyennes et les classes moyennes inférieures, je ne parle pas des plus pauvres, qui vont payer la facture et qui payent la facture. Nous savons, et les Algériens le vivent quotidiennement, la hausse des prix, des tarifs, et la hausse des prix, des tarifs, des produits de première nécessité. Et on entend dire
qu'il faut laisser faire, le marché va réguler. C'est le marché qui va réguler. Or, le marché ne régulera rien du tout. Parce que ceux qui ont les moyens continuent à consommer, continuent à acheter. Le marché ne se régulera pas de cette façon-là. S'il n'y a pas l'intervention de l'État, c'est lui qui doit réguler. Dans une situation de crise. Il régule à sa manière en dévaluant, par exemple. Les dévaluations, il ne les a pas faites de façon directe. Ouais. Elles sont faites de façon indirecte, parce qu'il y a une dépréciation de la monnaie algérienne. Absolument. De beaucoup. Et elle continue à se déprécier énormément par rapport, notamment... Au taux de change parallèle, par exemple. Par exemple, notamment au dollar. Oui. Bon, c'est la monnaie algérienne se déprécie quotidiennement. C'est la raison pour laquelle l'inflation, alors que Max Lel dit qu'elle est conjoncturellement, c'est-à-dire ces derniers mois, de 6,7%, alors qu'elle était de 4%, selon lui. Alors que les économistes sérieux la donnent à 2 chiffres, au moins. La donnent à 2 chiffres. Elle est immense. Elle est, en même temps que l'inflation grimpe, la croissance se décroît. Mais y a-t-il jamais eu croissance hormis le temps des vaches grasses, quand le pétrole était à $140, 130, 120. Bon. Il y a eu un moment donné, la croissance... Nous allons prendre Chouicha parce que nous sommes en train de le perdre sans arrêt. Je reviens à vous. Khadour Chouicha, vous avez entendu parler de ces experts, de ces consultants avec un C majuscule que le gouvernement, donc, auquel le gouvernement a demandé de lui faire un plan de changement de modèle, nous dit-on, rien que ça, modèle de gouvernance ou modèle de relance, comme ils disent. Vous en savez quelque chose? Vous avez une idée? Parce que rien n'a été dit sur ça. Le Premier ministre n'a rien communiqué sur ça. Khadour Chouicha? Allô. Ah, c'est à moi que vous avez posé la question. Oui, c'est à vous. Oui. Je connais pas grand-chose là-dessus. Et bon, mais ça doit être une bonne blague. Parce que les seuls experts que je connaisse en matière de gestion gouvernementale, c'est la population algérienne. C'est à elle qu'il faut demander comment elle veut être traitée. Comment on veut... À quelle sauce Non, eux, ils sont en train de voir à quelle sauce elle doit être mangée. Parce que ces experts ont été consultés pour mettre sur la table un plan, pas seulement d'austérité, mais de changement de cap, un chemin de fer pour mettre sur rail une nouvelle façon de gouverner le pays en mettant de côté la rente, du moins la rente pour les masses, et l'anesthésie générale comme on en parle. Oui, mais je pense que c'est parce qu'ils n'ont aucun argument qu'ils essaient de bluffer les gens, tout simplement. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est simplement pour laisser croire les incrédules, enfin ceux qui restent encore incrédules, et laisser peut-être croire l'étranger qui fait semblant de ne pas avoir compris qu'ils sont en train de monter quelque chose. Mais en fait, tout le monde connaît que, vous venez de le dire, qu'ils ne savent même pas ce qui se passe réellement, ils n'ont pas les chiffres réels de ce qui se passe réellement. On dirait qu'il y a un gouvernement qui est caché là, qui a les vrais chiffres. Il y a un autre gouvernement qui est là à la façade, qui ne prend même pas, qui se casse même pas la tête pour avoir les vrais chiffres en tête pour pouvoir en parler. Donc pour moi, cette question des experts pour tracer une nouvelle feuille de route, une nouvelle politique économique, je crois que c'est du pipeau tout simplement. Ça me fait, quand j'entends ça, je souris tout simplement. Ça me fait l'histoire d'une petite blague. Merci Khadour Chouicha, au plaisir de vous revoir. Faisal Mattaoui, d'abord une petite question comme ça, juste pour essayer. Est-ce que vous avez une idée de combien a coûté cette tripartite, cette 20e tripartite? Faisal? Oui, mais j'ai pas bien écouté la question. Est-ce que, d'abord une question, juste avant de passer à une vraie question. Est-ce que vous avez une idée combien a coûté la tripartite?
Aucune idée, hein, parce que non, théoriquement, c'est organisé par la wilaya d'Annaba. Et pour rappel, la tripartite a eu lieu à l'hôtel Sheraton, qui a été inauguré pour l'occasion. Donc vous pouvez imaginer qu'une salle de l'hôtel Sheraton, qui est un hôtel 5 étoiles, qui est réservée pour la journée, plus les chambres d'hôtel pour au moins 200 à 250 personnes, vous pouvez faire le calcul. Donc en plus de la restauration, des billets d'avion, etc. Je ne sais pas, ça reste à vérifier si les patrons ont payé. Théoriquement, c'est eux qui payent leur prise en charge, mais pour les autres, les ministres et peut-être le GTA, c'est pris en charge par le gouvernement. Donc ça doit coûter très cher. Maintenant, le Premier ministre a essayé d'expliquer, parce que vous savez que la tripartite, la 18e, s'est déroulée à Biskra, donc il y a une volonté de décentralisation de la tripartite en la faisant déplacer à l'intérieur du pays, mais bien sûr, tout le monde attend Jamal les résultats. On nous a parlé du nouveau modèle économique. Justement, on était en train d'en parler. Et j'allais vous poser la question, justement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveau modèle économique, ce nouveau paradigme, qui aurait été concocté par un aréopage d'experts de haute volée? C'est quoi cette histoire? Enfin, c'est un projet, si vous voulez, modèle économique qui a été adopté par le Conseil des ministres en juillet 2016. Son but est de limiter les dépenses. En fait, c'est une austérité qui ne dit pas son nom, c'est un programme d'austérité. Et bien sûr, le gouvernement ne veut pas choquer l'opinion publique, et même le Premier ministre l'a rappelé hier, il a dit qu'on a préféré l'austérité, on a préféré parler de limitation des dépenses, limitation du gaspillage, rationalisation des dépenses, au lieu de parler d'austérité. Mais en fait, c'est un plan d'austérité. Il est question de choisir les projets stratégiques. Maintenant, cela ne se fait pas dans la transparence, parce que quels sont les projets stratégiques, quels sont les projets abandonnés? On sait par exemple que le projet du tramway d'Oran a été abandonné, que d'autres projets ont été abandonnés, parfois même au milieu. Ils ne sont même pas été achevés, et les affectations budgétaires ont été faites, et on a bloqué le projet, on l'a gelé. Donc, c'est une manière de réduire les dépenses. C'est une question aussi de renforcer la fiscalité ordinaire, de la faire augmenter. Le Premier ministre dit qu'elle a augmenté de 10% l'année passée, parce que les patrons et ceux qui font les entreprises contribuent plus, même si en Algérie, les seuls qui semblent payer les impôts, c'est bien les salariés, parce que c'est pris à la source. Et donc, ce plan est supposé apporter des résultats d'ici 2020, c'est-à-dire c'est à moyen terme. Et 2020, la rationalisation des dépenses, réorientation des projets et bien sûr clarification par rapport à la politique budgétaire de l'État. C'est un peu ça, ce modèle économique assez ambigu, Jamal, qui est aussi ambigu parce qu'il n'est pas suffisamment expliqué, et parfois quand c'est expliqué, c'est expliqué en termes savants, en termes techniques, que l'opinion publique a du mal à saisir. Mais justement, Faisal, est-ce que ce n'est pas fait exprès? Certains observateurs ont relevé que Sellal n'a pas communiqué du tout sur la question, il a refusé, et même, nous dit-on, que les 10 experts eux-mêmes, ils sont 7 ou 8, auraient été instruits de ne pas communiquer sur leurs travaux. Ça veut peut-être dire tout simplement que ce projet-là n'est pas très bon pour la suite des événements, pour les couches les plus défavorisées, j'entends. Oui, parce qu'on a appelé, à l'époque, je me rappelle qu'il y a un communiqué du Conseil des ministres qui avait parlé d'une politique budgétaire rénovée. C'est quoi une politique budgétaire rénovée? C'est-à-dire qu'implicitement, le gouvernement reconnaît ses échecs pour les précédentes politiques budgétaires. Parce que, Jamal, vous le savez parfaitement, à chaque année, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, ou même 4 ans, il y avait toujours une loi de finances complémentaire. Et la loi de finances complémentaire n'est pas du tout normale. Parce que, normalement, la direction du budget qui est au ministère des Finances, qui élabore les lois en concertation avec le secrétaire général du gouvernement et les autorités, doit faire une très bonne politique budgétaire. La loi de finances complémentaire arrive lorsqu'il y a une augmentation du budget, c'est-à-dire quand il y a le hausse, par exemple, des prix du pétrole, etc. Or, lorsqu'il y a une loi de finances complémentaire, c'est qu'il y a un problème dans les dépenses, il y a un problème dans l'élaboration des politiques budgétaires, il y a un problème aussi dans le contrôle, parce que la Constitution impose en Algérie la loi du règlement budgétaire qui théoriquement contrôle les dépenses autorisées par la loi de finances.
Cette loi n'est pas du tout respectée. Ni le Parlement ne la respecte, ni le gouvernement ne la respecte. Ça veut dire qu'il y a des dépenses qui sont autorisées pour les dépenses de fonctionnement ou d'équipement, mais après, on ne sait pas comment les contrôler. Bon, on nous parlera toujours du contrôleur financier, on parlera de l'IGF, etc. Mais un contrôle rigoureux, centime par centime, ce qu'on appelle la comptabilité analytique, il ne se fait pas. D'ailleurs, la comptabilité analytique, en Algérie, elle est mise de côté. Il y a le système de comptable ancien qui a été adopté aux normes internationales récemment, mais il reste toujours assez flou. Et vous avez raison en parlant de ces experts qui ne parlent pas. Il y avait un expert qui a parlé dernièrement à la radio, il s'appelle Alexandre Kateb, on ne sait pas d'où il vient, on ne le connaît pas du tout, qui a essayé de nous expliquer. J'ai écouté un peu ce qu'il a dit à la radio. Personnellement, je n'ai pas compris grand-chose. Il a procédé à de l'enfumage. Mais Faisal, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de cette grosse erreur, pas une, plusieurs grosses erreurs de Sellal pendant son allocution, où il a parlé de milliards de dinars au lieu de milliards de dollars, et où il s'est trompé quasiment de somme, au lieu de dire 47, quelque chose de milliards de dollars, il a dit 35 milliards de dinars. Oui, c'est une erreur monumentale, parce que le Premier ministre est supposé connaître tout ça. On n'a pas à lui apprendre, mais c'est cela, et les ministres, Wali est responsable dans l'État algérien depuis plus de 30 ans. Donc normalement, il connaît ces questions-là, et il sait, c'est parfaitement que pour l'importation, pour le commerce extérieur, tout se fait à travers le dollar, c'est-à-dire on ne fait pas en monnaie locale. Dans tous les pays du monde, les dollars, l'importation, les opérations de commerce extérieur sont faites par le dollar. Et aujourd'hui, il y a une précision qui a été envoyée par le Premier ministère au site Tous en Algérie pour... Le numéro que vous avez demandé n'est pas accessible. Nous avons perdu Faisal? Oui. Alors, je voulais lui dire, Faisal, parce que Hussein Ghazmi vient de me dire à l'oreillette que M. Alexandre Kateb est un franco-algéro-russe, conseiller de Sellal et professeur de Sciences Po à Paris. Sinon, Brahim Younsi, donc, je crois que pour revenir à ce que vous disiez. Oui, je crois qu'il faut être clair, il ne faut pas être volé trop haut sur ces questions économiques et financières, sur les projets dont on dit qu'ils vont être mis en œuvre, la politique et ce nouveau modèle de croissance. Cela se traduit pour les consommateurs, pour les Algériens, par des restrictions encore plus draconiennes. C'est cela dont il s'agit. La population algérienne doit savoir non pas ce que le gouvernement pense en technicien, mais les conséquences directes. À quelle sauce elle va être mangée. Et voilà. Et voilà. Parce que quand on parle de ce modèle de croissance, là j'ai le discours de Abdel Malek Sellal, quand on parle du nouveau modèle de croissance, qu'est-ce que ça veut dire et cela a été dit, à savoir une politique budgétaire rénovée. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, désormais, on va puiser dans la poche des Algériens. Les Algériens, c'est la fiscalité dite ordinaire qui va servir au budget de l'État. Voilà ce que cela veut dire, c'est-à-dire que tous les Algériens vont être soumis à l'impôt à cette fiscalité. Et on va l'obliger à payer. Encore plus. Oui, bon. Voilà cela veut dire, le nouveau modèle de croissance, la politique budgétaire rénovée, c'est la fiscalité, et c'est la fiscalité qui va couvrir l'ensemble des choses, y compris le budget d'équipement, pas seulement le budget de fonctionnement. Mais c'est le cas, ils ont commencé par la réduction des budgets d'équipement parce que ça se voit moins. Quand on gèle un projet de métro, de pont, oui, les gens ne ressentent pas ça directement dans leur vie de tous les jours. Bien que ça ait des répercussions sur l'emploi, sur c'est le contraire qui aurait dû être fait. Oui. C'est-à-dire réduire le budget de fonctionnement qui se verrait moins de la population, parce que c'est le fonctionnement de tous les jours de l'administration. Oui, ça se verrait moins. Oui. Alors que l'équipement, au contraire, quand on a décidé d'équiper telle ou telle chose, tel ou tel secteur, on a parlé tout à l'heure du métro, du tramway, etc. On n'équipe plus. Les Algériens le ressentent. Et ça retombe sur leur vie quotidienne.
Bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont ahurissantes. Le Premier ministre dit que nous sommes entrés dans la substitution à l'importation par la production. Comme si ça pouvait se faire en un clin d'œil, en un claquement de doigts. Exactement. Il a parlé de ciment. Il a beaucoup parlé de ciment dans son discours. Oui, exactement. C'est-à-dire que l'Algérie produit suffisamment, non pas pour assouvir, pour contenter le marché interne, le marché national, mais pour être compétitif et exporter. Bon, tout cela, c'est une vue de l'esprit. C'est quasiment c'est une vue de l'esprit. Hallucinant. Hein. Comment on peut passer d'une économie de rente depuis l'indépendance du pays, même du temps de Boumediene, l'industrie qu'on avait, c'était une vache qui mangeait comment dirais-je, du foin à pelleter entière et qui donnait du lait au compte-gouttes. Mais elle avait le mérite d'exister. Mais sinon, on a toujours eu une économie de rente. Bien sûr, on ne peut pas du jour au lendemain devenir exportateur. Et nous avons fait l'expérience de la révolution industrielle. Et nous savons ce que cette révolution industrielle a donné dans la vie, et les dégâts qu'elle a causés dans la vie des Algériens. C'est ça qui est important de dire aux Algériens. C'est que tout ce que ces experts-là mettent ou les projets que ces experts-là vendent à l'État algérien ont des répercussions graves sur leur vie quotidienne. Par exemple, ainsi, nous prenons la fiscalité. Nous l'avons dit, la fiscalité. Qui va payer? Mais ce sont toujours d'abord les salariés qui ont payé, toujours. Les seuls qui payent la vraie fiscalité, ce sont les salariés et le secteur public. Ça veut dire son attraque. Absolument. Et ses filiales. C'est là l'impôt ordinaire dont vit le pays, il n'est pas dans les poches des patrons. Les patrons, on sait, ils ne payent pas d'impôts. Mais on va élargir la fiscalité. On va élargir. Oui. Pas seulement la fiscalité, l'impôt sur les salaires payés à la source. Oui. On va aller chercher. C'est déjà le cas, c'est payé à la source. Oui, justement. C'est une situation déclarative. Oui, on va aller le chercher dans les poches de ceux qui montrent un petit peu de richesse, entre guillemets. Bon, vous pensez qu'il serait possible du jour au lendemain d'arriver à un système fiscal tel que pratiqué par exemple en Europe, où les gens sont tenus de justifier leurs revenus. Pas dans la situation où nous sommes dans la situation antidémocratique, non démocratique dans laquelle nous nous trouvons. Pas dans la situation où la corruption à laquelle on ne s'attaque pas, la grosse corruption à laquelle on ne s'attaque pas, que l'on pourrait faire cela. Mais il faut dire à nos compatriotes que nous sommes passés, que nous sommes entrés dans un capitalisme le plus dur qui soit. C'est cela la réalité. Nous sommes passés d'une société à une autre. Celui qui vampirise les petites gens. Voilà, d'une société qui était censée les protéger à une société qui ne va plus les protéger. C'est cela la politique que mène ce pouvoir, parce que ça lui est dicté. Tout cela montre l'hétéronomie, la dépendance de l'État algérien par rapport à l'extérieur. Toutes ces mesures-là, experts franco-algériens ou russes, etc., l'Algérien, ce n'est pas celui qui décide. Oui, ce n'est pas la partie algérienne de cet expert qui décide. C'est la partie française ou la partie russe. L'Algérie est aujourd'hui, comme elle l'a été il y a quelques années, sous tutelle. Sur le plan économique et évidemment politique, pour ne pas laisser le processus démocratique aller à son terme, ouvrir des réunions comme celle dite de la tripartite à des syndicats autonomes qui sont là et qui se battent quotidiennement et qui revendiquent quotidiennement et qui représentent réellement les travailleurs. Et puis être clair sur le plan économique, à quelle sauce, comme vous disiez, les Algériens vont être mangés. Le khutba est dite. Faisal Mattaoui, il reste une minute avant que vous nous quittiez. Je tiens d'abord à répondre à votre question. Donc, monsieur
comment vous l'avez appelé, Kateb, Alexandre Kateb, est franco-algérien russe. C'est un conseiller de M. Sellel et il est prof de Sciences Po à Paris, Faisal. Oui, parce que ce qui a été assez étonnant, comment ces experts atterrissent au Premier ministère? Et est-ce que les secrets, parce qu'au Premier ministère, on prépare un modèle d'État, il y a des secrets d'État, n'est-ce pas? Comment on peut ramener des étrangers et lorsque l'opposition part faire une conférence à l'étranger, on parlera de mettre l'étranger, etc. Il faut qu'on nous explique. Et puis, où sont passés nos experts? En Algérie, il y a d'excellents experts en économie, en finance, en comptabilité. Oui, mais s'il est franco-algérien, donc il est des nôtres, hein, on ne va pas le jeter. Non, bien sûr, je ne m'attaque pas du tout à M. Alexandre Kateb, pas loin de moi. Non, je me dis qu'il y a quand même, c'est bien de ramener des experts de la diaspora algérienne à l'étranger, mais aussi il faut faire confiance à nos experts, parce qu'ils sont aussi bons. C'est le problème Djamel se pose également pour la santé, parce que les autorités algériennes, certains responsables du pays partent se soigner à l'étranger en oubliant qu'il y a des hôpitaux en Algérie. Alors soit on reconnaît que les hôpitaux en Algérie sont mauvais, et que le médecin, entre guillemets, bien sûr, loin de moi de le penser, sont mauvais, qu'il y a une mauvaise médecine qu'on part à l'étranger, soit qu'on améliore la situation. Et donc cette question d'experts qui sont formés, une task force, etc., pose la question comment ils ont été formés, dans quel but, etc., etc., etc. C'est des questionnements, c'est inévitable, il faudrait qu'on nous explique. Voilà. Merci Faisal, au plaisir de vous revoir. Brahim Younsi, un dernier mot. Vous avez parlé de franco-algérien, il est des nôtres. Oui, mais moi, je suis algéro. Mais sinon, moi, ce que j'aimerais savoir, très franchement, mais très vite, parce qu'il ne nous reste plus de temps, comment des experts peuvent-ils faire un quelconque plan dans un pays qui a toujours fonctionné à la godille, au pifomètre, à la bouberie, comme on dit. Comment c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, j'ai eu, c'était pas une polémique, avec un expert financier ici, pour dire que j'avais pas trop confiance dans les experts. Ça continue. Hein. Nous avons été perdus dans les années 70 par les grands experts et nous sommes en train de nous perdre. Mais celui à qui vous parliez était Farhat Aïtali, c'est un excellent expert. Et il est sorti du terreau. Je ne conteste pas. Et il connaît très bien l'Algérie. Je ne conteste pas son Mais ces experts-là qui viennent en première classe. Je ne conteste pas ses expertises ou son expertise ou sa compétence. Oui, évidemment, bien sûr. Merci Brahim Younsi, merci Faisal Mattawi, merci Khaddour Chouicha, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission.